Peut-être la meilleure chose à savoir finalement, c'est qu'est-ce qu'on vaut soi-même, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et ça finalement, Mmh. c'est pas une question à laquelle on peut répondre tout de suite. Oui, mais on a toujours des craintes finalement, même après 20 ans d'expérience, j'ai toujours des craintes. Ça, on va pas se Ouais. raconter d'histoire. La crainte principale étant effectivement de ne pas réussir à faire rentrer de l'argent finalement le mois suivant. Bienvenue dans le podcast Sinomilia, l'Odyssée des freelances de Sales Odyssey. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tout premier épisode de ce podcast avec l'interview de Frédéric Petit, consultant et formateur freelance SEO SIA, réalisé par Nicolas Delinière, cofondateur de Sales Odyssey. Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté de figurer dans notre podcast. Ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais, d'où tu viens, et puis après on enchaînera sur notre conversation. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Frédéric Petit, ça fait 20 ans que je travaille dans le web, dans les métiers du web, il n'y a pas un métier du web. À l'époque, on parlait de webmaster, c'était vraiment le terme utilisé. Or, aujourd'hui, on constate effectivement qu'on est plus dans une segmentation des métiers. Donc, c'est pour ça que je me présente en me disant que ça fait 20 ans que je travaille dans les métiers du web. Il y a plusieurs facettes, il n'y en a pas une. Et non seulement il y a plusieurs facettes, et en plus, elles s'emboîtent les unes aux autres, un peu comme un puzzle. En fait, elles sont toutes Mmh. complémentaires. Donc, voilà. Moi, j'ai un profil plutôt horizontal, c'est-à-dire que j'aime effectivement avoir les différents aspects d'un même problème. Euh, à la fois en termes de support, etc. etc. Donc voilà, moi donc ça fait 20 ans que je travaille, je n'ai pas fait bien évidemment 20 ans de freelance. Si je devais même mettre bout à bout finalement toutes mes années de freelance, je devrais en être à peu près à 10 ans, soit la moitié de ce temps que j'ai passé en freelance, et l'autre moitié bien évidemment en mode salariat classique, puisque je n'ai fait que des allers-retours entre le Mmh. salariat et le freelance, bien évidemment en essayant d'avoir les avantages à chaque fois, bien évidemment. Mon travail aujourd'hui principalement, c'est d'accompagner les entreprises quand elles ont des problématiques SEO, quand elles ont des problématiques SEA, et je m'en rends compte avec le temps également de les accompagner sur leur stratégie digitale, où là véritablement il y a des gros lacs en fait, Mmh. véritablement, c'est-à-dire qu'on a des PME, des TPE en France qui sont assez peu digitalisées, et donc moi je les accompagne en les conseillant sur les outils et sur les Mmh. process euh, qui mènent effectivement à obtenir de la performance. On ne va pas se raconter d'histoire. On est là pour Mmh. faire de la performance, pour accompagner nos clients et finalement réduit à l'os. C'est combien de divisions mon capitaine à la fin. Mmh. Donc voilà. Ok, mais c'est super clair. Ouais, je te rejoins complètement sur la stratégie digitale. Il y a un gros sujet, c'est que et globalement, il n'est pas hyper bien compris en France aujourd'hui. Ce que j'aurais comme première question pour toi, notamment quand tu nous as expliqué que du coup tu navigues entre le statut de freelance et celui de salarié depuis un moment, en fait, tu alternes. Hem, Qu'est-ce qui a fait la première fois que tu t'es lancé en freelance? Qu'est-ce qui a fait que tu as envisagé ça? Et après peut-être nous expliquer pourquoi du coup tu fais cette alternance, entre les 2. Parfois qu'est-ce que tu trouves comme avantage aux 2 statuts qui font que tu t'appuies sur les 2. Alors, en fait, je suis devenu freelance d'abord au mauvais moment. Au plus mauvais moment. Quand j'ai décidé de basculer en freelance, je D'accord. l'ai fait au plus mauvais moment. C'était en 2001. Donc, Ah! si Dans le web. certains d'entre vous n'ont pas une petite culture générale Internet, 2001, c'est l'éclatement de la bulle. C'est l'éclatement de la bulle Internet et j'ai choisi de devenir freelance à ce moment-là, bien évidemment. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi au démarrage. Et pourquoi j'ai voulu devenir freelance? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons de personnalité. C'est ce que vous êtes. C'est ce que l'on est en fait au fond de soi, comment on se sent. Et effectivement, dans les entreprises, d'une manière générale, en mode salarié, je ne me sentais pas en phase avec le côté 9h-18h. Ça, c'était Mmh. fondamentalement quelque chose qui ne me correspondait pas. Après, il n'y a pas de jugement de Mmh. valeur, il n'y a pas de jugement moral. Chacun doit trouver sa place, j'ai aucun problème là-dessus. Mais moi, j'avais une problématique avec ça. Je me suis rendu compte qu'au fil de mon mode de travail, c'était plutôt 18h, 2h du mat. Donc effectivement, Ouais. c'était assez compliqué. C'était le moment de la journée où j'étais le plus productif, le plus vraiment avec la plus grande acuité. Un peu en mode diesel, c'est-à-dire lent à démarrer, mais une fois que c'est démarré, par contre, voilà. Donc ceci explique cela. Et puis il y avait un deuxième élément, c'était un choix de vie qui à l'époque
à l'époque, finalement, me permettait de m'occuper de mon fils. Tout simplement, c'est-à-dire la capacité finalement de se dire à un moment donné, j'ai à 17h ou à 16h, j'ai une réunion avec les parents d'élèves, ou voilà, et ça me permettait de le faire. Je pouvais aller chercher mon Mm. fils à la crèche ou à la maternelle ou au primaire, si tu veux. Je pouvais aller le chercher tous les jours et le ramener tous les jours. Et ça, c'était vraiment un luxe. Véritablement, c'était un luxe. Mm. C'était de le voir grandir. Donc, il y avait ce choix-là qui était sous-jacent. Donc, il y avait à la fois une Je dimension comprends. personnelle, une double dimension personnelle, c'est ce que l'on est soi-même, et finalement se dire comment je travaille. Est-ce que moi, le 9h, 18h, c'est quelque chose dans lequel je me sens de pouvoir avoir une efficience dans ce temps-là, et avec des process, machin, etc. Ou alors je suis plus en mode libre, finalement, et moi, Mm. mon, 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 mon top de concentration, il est plutôt vers 22h, 23h, et là, effectivement, je peux enquiller jusqu'à 2h, 3h du mat sans aucun problème. Et c'est, voilà. Mm. Donc, c'est aussi pour ces raisons-là, ce sont des raisons pratico-pratiques, en fait. Hein. Il n'y a pas d'amour inné comme ça du freelance du jour au lendemain. C'est plutôt la question, à mon avis, intéressante à se poser, c'est qui je suis et comment j'ai envie de travailler. Mm. Il me semble. Ouais, je te rejoins complètement. En tout cas, pour moi, ça s'est produit comme ça. Ensuite, sur ta deuxième question, pourquoi j'ai fait les allers-retours? Pour des raisons pratico-pratiques, encore une fois, hein, à un certain moment, si tu veux, il faut regarder un petit peu les choses en face. Quand tu as envie de t'acheter une maison, une voiture ou ce genre de choses, et que tu vas voir ton banquier et que tu lui dis, Mm. ben voilà, je suis freelance, les gens te regardent très gentiment et te disent, bah, écoutez, non, monsieur Petit, ça ne va pas être possible. Donc, à un moment donné, il a Mm. fallu que, si je voulais un petit peu avancer, donc dans ma vie personnelle, on va dire, il fallait que je puisse montrer patte blanche. Et pour montrer patte blanche, il n'y a pas 36 000 façons de le faire. C'est que tu prends un boulot de salarié et tu restes 2 ans, 3 ans dans une boîte. Et puis à la fin, effectivement, tu peux obtenir ces fameux prêts que tu veux. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est Mm. vraiment concret. C'est de la réalité pure et dure. Et je pense que tous ceux qui vont nous écouter seront confrontés à ce type de problème. Ça, c'est Mm. vraiment peut-être un des gros freins. Donc, ceci explique pourquoi, de temps à autre, j'ai pu passer, effectivement, par du salariat. Un autre aspect, finalement, aussi, de le fait de passer de l'un à l'autre, c'était que j'avais pas non plus envie de m'enfermer et de rester un petit peu à côté. Parce que quand on est freelance, Mm. on est dans son coin, on travaille tout seul, etc. Et à un moment donné, ça vous manque. Ça vous manque d'échanger Mm. avec des collègues. Ça vous manque d'avoir des opportunités, tout simplement, de choses que vous n'auriez pas pu faire en tant que salariat. Non, en mode freelance, Mm. pardon. Tout simplement, vous n'auriez pas eu accès à certaines choses. Donc, j'ai pu Mm. compléter, si tu veux, mon expérience free avec cette expérience salariat où j'ai pu avoir accès par exemple, des très, très grosses gestions de compte AdWords. Quand je dis très grosse gestion, c'est très grosse Mm. gestion. C'est des volumes Mm. voilà, qui sont vraiment énormes. Ce n'est pas des petits comptes à 5 000 euros par mois. Mm. Donc voilà. Donc ça, si je n'avais pas été salarié, je n'aurais jamais eu l'occasion de vivre ces expériences-là. Et donc elles se sont complémentées Ok. les unes les autres. Et au fil du temps, j'ai fonctionné comme ça. Donc voilà, là il se trouve que Mm. je suis dans ma période free, c'est-à-dire ça fait maintenant 3 ans que je me suis remis free. Donc voilà, ça va bien, ça roule pour moi, j'ai pas, Mm. pas trop de soucis. Hein. Je dis bien pas trop, hein, ça veut pas dire que tout est rose, tout est beau. Et donc voilà pourquoi j'avais Non, puis 2020 être freelance, c'est pas évident cette année. Oui, oui, alors, oui et non, c'est-à-dire on aura toujours des pleureurs ou des pleureuses hein, pour te dire qu'effectivement tout va mal, etc., etc. Ceci étant dit, je pense que c'est aussi une opportunité pour les entreprises de basculer dans plus de digital. Mm. Ouais, complètement dans le digital. Ouais, je te rejoins. Et donc, de fait, si tu veux, ça nous ouvre des opportunités qu'on n'aurait pas eues précédemment. C'est-à-dire que là, si tu veux, Mm. les entreprises sont un peu, pas obligées, mais presque. En Mm. fonction de leur type de business, hein, j'entends bien, en fonction de leur type de business. Une entreprise qui est pure player n'a pas de problématique avec le digital. Pour elle, c'est évident. Mm. Par contre, pour une entreprise qui fonctionne de manière plus traditionnelle, en voyant son chiffre d'affaires fondre de 50% ou de 70%, elle doit se poser les questions. C'est une question de Mm. survie, de pérennité. Et à ce moment-là, effectivement, le digital, peut-être que le digital entre plus facilement que si nous devions les convaincre dans un contexte comme Mm. celui-ci. Donc pour moi, en tout cas, à mon niveau, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de généraliser, Mm. à mon niveau, c'est plus apporteur d'affaires. Et ça, j'ai presque Mm. envie de dire, j'ai moins besoin de convaincre. Mm.
Oui, ça a fait, comment dire, beaucoup réagir. Ils ont eu le déclic en voyant effectivement ce que ça coûte de pas du tout être présent sur le digital. Bon, nous, on est aussi dans le digital, donc on s'en est rendu compte. Après, je sais qu'il y a dans certains domaines, ça a fait beaucoup plus mal, ouais, je te rejoins complètement. Oui, un exemple concret, hein, j'ai prospecté un vigneron, donc il y a 6 mois de ça, je lui faisais des propositions pour plus de digital, voilà, son site internet, et cetera, sa vente en ligne, et cetera. Lui m'a toujours dit non, 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 non. Bon, bah, là, aujourd'hui, il m'a rappelé, il m'a dit écoute, là, vu le chiffre d'affaires, on va être obligé de faire quelque chose. Et donc voilà, j'ai pas eu besoin de le convaincre, il est revenu vers moi parce qu'effectivement, il y a 6 mois de ça, je lui avais dit écoute, premier Covid, on ne sait pas où on va, etc. Peut-être que tu devrais mettre en place ces choses-là. Voilà. Sur le coup, ça n'avait pas eu l'air de le convaincre. Et puis 6 mois après, il me rappelle pour me dire, écoute, bon, bah, on va le faire parce que là, c'est tout simplement, on n'a pas le choix. C'est une question de survie. Hmm. Sa réalité a changé. Dans ce que tu as dit, il y a plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir. Alors, le côté, effectivement, compatibilité entre le salariat ou le freelancing et son moment de vie, ce qu'on a envie de vivre. Ce que tu as raconté avec ton fils fait complètement écho aux raisons pour lesquelles j'ai lancé Celle se disait aussi. Souvent, c'est un concept, je pense, qui est assez mal compris, le côté la liberté des entrepreneurs ou des freelances. Alors, je pense on est plus ou moins tous d'accord pour dire que vous n'allez pas moins travailler en tant que freelance ou en tant que salarié, en tout cas pas tout de suite. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que si à 16 heures, vous devez aller chercher votre fils, vous allez chercher votre fils et rien ne vous empêchera de travailler le soir. Absolument. Et ça fait une grosse différence. Je suis totalement d'accord avec toi. Complètement. Alors moi, j'ai triché un peu pour la maison. En fait, j'avais ce projet-là en tête depuis longtemps. Donc, j'ai tout fait très rapidement avant de me lancer chez Sales Odyssey. Et comme ça, j'ai pas eu ce problème de crédit immobilier. Même si ça a changé, j'invite nos auditeurs à se rendre compte de la réalité de ce point. Les banquiers sont beaucoup moins progressistes que le reste de la société. Sans vouloir vous vexer s'il y a des banquiers parmi nous. Et la réalité, c'est qu'en tant que freelance, ce sera beaucoup plus dur. Mais en tant qu'entrepreneur en général. Oui, je te rejoins. C'est-à-dire que quand bien même tu apporterais des éléments pour dire, bah voilà, moi, ça fait 3 ans que je travaille en freelance. Voilà, je vais pas donner mon montant, mais l'idée, c'est de dire que tu gagnes suffisamment, ou en tout cas, à tout le moins correctement ta vie. Ben, même ça les rend frileux. Donc, il y a pas de, malheureusement, en tout cas, il faut juste être lucide. C'est une question de lucidité. C'est juste ça, hein. Il ne s'agit pas de porter des jugements de valeur contre nos amis les banquiers, hein. Voilà, et de dire effectivement, voilà, ils sont pas méchants ou quoi ou qu'est-ce, c'est pas ça, hein. C'est que voilà, eux aussi ont des comptes à rendre, bien évidemment à leur hiérarchie. Voilà, et nous effectivement, on est un petit peu coincés, et je pense qu'à un moment donné de notre existence, de notre vie, on sera, si on est en freelance, on sera de toute manière confronté à ce problème-là. En règle générale, ce que je peux observer parmi mes confrères ou mes consoeurs, c'est qu'il y a toujours une personne dans le couple qui a les salariés, ce qui permet effectivement, dans un premier temps, d'amoindrir cette dimension un petit peu vaporeuse des ressources, des revenus, en tout cas du freelance. C'est ce que j'observe. Après, voilà. Mais si tu es freelance et que tu es célibataire, c'est encore plus compliqué. Oui, complètement. Non, non, c'est un vrai sujet. C'est valable. Enfin, nous, on a été confrontés à ça. Enfin, parmi mes associés là-dessus. Alors, pareil, il y a l'associé, enfin le conjoint, pardon, lapsus révélateur. Le conjoint de mon associé est salarié, donc ça, c'est possible. Mais la réalité, c'est que, ouais, non, non, ils vont prendre que 40% des revenus réels de mon associé pour juger de sa capacité à rembourser. Donc en fait, vraiment, il faut être, c'est plus Il compliqué. faut être lucide là-dessus, en fait. C'est juste ça, hein. Ouais. Pour continuer, donc ce que tu dis, il n'y a pas que ces raisons-là, il y a aussi le côté, parfois le salariat t'a donné des opportunités que tu n'aurais pas eu en freelance et tu n'as pas hésité à t'en nourrir. Ce qui est intéressant aussi, ce que j'aime bien dans ce que tu nous disais, c'est le côté il n'y a pas deux classes en guerre, les salariés et les freelances. Il n'y a pas quelque chose qui est mieux ou moins bien.
Quelque chose peut être mieux à un moment, puis moins bien à un autre. Certains sont très bien en freelance, d'autres pas du tout, et il n'y a pas de jugement de valeur à avoir. Absolument. Si demain vous vous lancez en freelance et que finalement ça vous convient pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde du tout, et ça fait pas de vous des gens moins efficaces ou moins bien. De la même façon que si vous n'êtes pas fait pour le salariat, c'est pas grave non plus. Mais je pense que c'était important de le dire et c'était hyper intéressant que tu nous en parles. Pour moi, par contre, à contrario, alors Mmh effectivement, on disait qu'il n'y avait pas de, il y a pas d'opposition à avoir. Par contre, la mh. position de freelance te permet d'en savoir beaucoup plus sur toi, sur tes Mmh. propres capacités. C'est-à-dire hors contexte. Tu n'es pas dans une structure, tu n'as pas de compte à rendre, etc. Donc, comment tu vas te débrouiller toi-même? Et de ce point de Mmh. vue-là, je On considère veut pas se cacher, quoi. on ne peut pas se cacher derrière. C'est pas de la faute de Pierre, Paul ou Jacques quand on est freelance. On ne va pas se Mmh. raconter d'histoire. Donc c'est ça. Donc ça Mmh. te donne une lumière crue, ça jette une lumière crue finalement sur tes propres capacités. Mmh. Voilà. Est-ce que je suis en capacité de m'autodiscipliner Mmh. fondamentalement, de donner le meilleur de moi-même et de faire en sorte que le travail aboutisse avec des résultats. Voilà. Dans une Mmh. entreprise et en fonction de la taille, tu peux toujours amoindrir ces aspects-là. Voilà. Tu travailles dans un Mmh. collectif. Ce collectif, bon, voilà, il y aura toujours une potentialité pour dire oui, mais alors moi, si j'ai fait ça, c'est Mmh. parce que Pierre, Paul ou Jacques ont fait ça, machin, Mmh. etc. Mmh. Et donc voilà. Dans la position de Mmh. freelance, tu es face à toi-même et c'est une vérité crue, si je puis dire. Ouais, et puis c'est pour ça, mais c'est d'ailleurs pour ça que quand on se retrouve freelance, notre courbe d'apprentissage est énormément accélérée, puisque forcément, vu que tout est quelque part de notre faute, on n'a pas d'excuse à pas se former et à pas s'améliorer. Complètement, Mais du coup, on est constamment en dehors de sa zone de confort et c'est un vrai accélérateur. tout à fait. Moi, j'aurais une question pour toi sur, on a évoqué du coup ce qui t'avait fait franchir le pas, pourquoi tu passais d'un statut à l'autre. Alors, c'est un peu une double question. Quand tu t'es lancé, est-ce qu'il y avait des craintes particulièrement fortes que tu avais? Alors, en plus, toi, il y avait un contexte particulier de la bulle internet. Quand on est dans le digital, c'est autrement plus embêtant que le covid. Donc, quelles sont les craintes que tu avais la première fois que tu t'es lancé? Et est-ce qu'aujourd'hui encore, quand tu bascules d'un statut à l'autre, tu as des craintes, et est-ce que ce sont les mêmes, quoi? Alors, oui, mais on a toujours des craintes, hein, finalement, même après Mmh. 20 ans d'expérience, j'ai toujours des craintes. Ça, on va pas se Ouais. raconter d'histoire. La crainte principale étant effectivement de ne pas réussir à faire rentrer de l'argent finalement le mois suivant. Hein. Ça Mmh. reste fondamentalement quand on est freelance, bien évidemment, c'est de se dire est-ce que le mois prochain, je vais réussir à soit à réactiver un client pour lui proposer une prestation complémentaire, soit à me dégoter un nouveau client. Donc finalement, Mmh. cette crainte du lendemain, c'est la crainte du lendemain. Et ça, finalement, je me rends compte, après, ça m'est peut-être propre, je l'ai toujours eu. Et Mmh. c'est paradoxal, finalement, parce que si vous avez la crainte du lendemain, pourquoi allez-vous mettre en freelance? Mais je considérais qu'effectivement, cette crainte pouvait être, alors, non pas vaincue, mais elle pouvait être, je pouvais la dompter en quelque sorte. Aujourd'hui, j'ai toujours OK. ces mêmes craintes, mais je ne les vis pas de la même manière. Donc la crainte du lendemain, je l'ai toujours, encore une fois, on ne va pas se mentir, mais par contre, voilà, je mets plus de distance. Je pense qu'en plus, c'est quelque chose qui est, le différentiel entre le statut de salariat et le statut de freelance sur cette question de la peur du lendemain a énormément évolué ces dernières années. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 10-15 ans, c'était différent. Avoir un job de salarié était, on avait quelque part, on a un CDI, c'est bon, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de beaucoup changer, dans notre génération. C'est moins certain. On est beaucoup moins, sûr du lendemain, même quand on est salarié. Donc, là, c'est une inégalité entre guillemets qui se réduit, je pense. Oui, oui, tout à fait. Et j'irais même jusqu'à te dire qu'aujourd'hui, on a un espèce d'entre-deux, si tu veux, avec le télétravail. C'est-à-dire que tu peux être salarié Mmh. et tu peux bosser chez toi. Donc finalement, ça te remet Mmh. peu ou prou dans les mêmes conditions qu'un freelance, d'une certaine Mmh. manière. D'accord. Et donc voilà, tu es chez toi, donc tu peux être pris par tout un tas de choses, hein, ton téléphone qui sonne, ton chien qui aboie, etc., etc. Toutes choses qu'on est amené à rencontrer quand on travaille chez Mmh. soi. Hein. Donc voilà, mais effectivement, on a cet entre-deux et ça permet effectivement aux salariés de se rapprocher en quelque sorte, ne serait-ce que symboliquement, finalement, de la position du freelance. Et de goûter à au moins une partie du contexte. OK. Et comment tu as fait du coup, notamment les premières fois, même si globalement tu l'as dit, c'est toujours un sujet, comment tu fais pour,
pour aller au-delà de cette crainte au final et comment tu fais pour trouver, finalement ces clients, ces nouveaux clients pour avoir, un salaire le mois prochain, quoi? Alors pour aller au-delà de cette crainte, finalement, la seule solution que j'ai trouvée, mais encore une fois, elle m'est personnelle, hein, il ne s'agit pas de dire Mmh. qu'elle correspond à tout le monde, c'est de bosser, c'est de faire. Mmh. C'est de faire. C'est pas de rester les bras croisés devant son ordinateur en attendant que vous ayez un email ou un coup de fil. C'est pas ça. Donc c'est vraiment c'est d'aller vers. C'est d'aller sur LinkedIn, Mmh. c'est d'aller sur tout un tas de plateformes, etc. Et d'essayer de savoir ce qui s'y passe, essayer d'intervenir si tant est que ce que vous puissiez dire est pertinent, bien évidemment. Hein, il ne s'agit pas de dire coucou, je suis là, c'est moi que voilà, hein, ça ne se passe pas comme ça. Il Mmh. s'agit de faire des remarques intéressantes et pertinentes pour que les gens puissent rebondir. Mmh. Donc voilà, donc c'est principalement le fait de travailler. Je vais prendre un exemple, hein. À l'époque, quand j'ai démarré, finalement, j'avais deux axes majeurs à cette époque pour, entre guillemets, me faire ma publicité. C'était à la fois mon site internet, donc qui à Mmh. l'époque en plus voulait dire quelque chose, hein. À l'époque 2001, avoir un site internet, Ouais, ça avait un poids différent de celui ouais. d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Tout le tout le monde n'en monde a un avait pas, site quoi. internet. À l'époque, c'était moins vrai. Donc ça, c'était un premier point. Mmh. Et le second point, c'était de participer à des events. À l'époque, je vivais sur Mmh. Paris, donc si tu veux, les events étaient nombreux. Mmh. Donc c'était un Oui. facilitateur de rencontres. Donc la bonne Mmh. vieille carte de visite, si tu veux, hein, aller serrer des mains, aller dans des cocktails, machin, etc., voir des sujets, etc., se montrer en quelque sorte, hein, on peut dire les choses comme ça, sans jugement Mmh. de valeur, hein, d'ailleurs, il n'y a pas de mal à ça. Voilà, pour dire, bah voilà, on est là, on existe, et puis si vous avez une problématique, s'il y a Mmh. quelque chose sur lequel vous avez du mal à gérer, moi je peux vous accompagner. Donc ça s'est passé comme ça mon démarrage. Donc c'était de faire un event, deux events, trois events, quatre events, etc., etc. Et Mmh. puis au bout de 3-4 mois, ça a topé. Mais au bout de 3-4 mois. Mmh. Donc c'est-à-dire que 3-4 mois à blanc, à zéro. Donc Ouais. ça pique. Si tu veux, ça pique au niveau financier, puis ça pique aussi dans la relation que vous pouvez avoir avec votre compagnon ou votre compagne. Donc Mmh. il y a aussi cet enjeu-là. Et puis ça appuie les craintes, j'imagine, enfin, c'est surtout, que plus cette crainte se matérialise parce qu'on est dans la difficulté, plus on a l'impression qu'on va pas la surmonter. Oui, oui. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est vraiment ça. Faites pas l'erreur même alors ça, c'est en plus, il y a un piège qui est une chance inouïe qu'on a en France, d'avoir potentiellement le chômage pour nous accompagner au début d'une aventure entrepreneuriale, ou de freelance. Mais attention, que ce filet de sécurité vous empêche pas de faire ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire, il faut qu'il se passe des trucs. Oui. Qu'importe si ça paye pas tout de suite, il faut que vous mettiez en position qu'il se passe des trucs. Et il ne se passe jamais rien devant son bureau, assis à attendre. Et ça, c'est hyper important. Ce que on pourrait synthétiser ce que tu viens de dire, si tu veux, c'est de Mmh. dire les gens vont pas venir pour vos beaux yeux. Mmh. Ils vont venir vers vous parce qu'à un moment donné, ils ont le sentiment ou bien que vous avez les compétences ou bien que vous avez un tarif canon. C'est souvent l'une Mmh. ou l'autre de ces raisons-là. Mais Mmh. certainement pas pour vos beaux yeux. C'est pas parce que je suis freelance et que j'ai un site web et que les gens vont venir à moi Mmh. comme ça, par magie. Non, non, ça c'est un peu le rêve ultime, hein, je l'entends bien, c'est un espèce de Graal, j'imagine, mais ça ne reste qu'un Graal, hein, donc une légende. C'est ça, il y a des efforts à faire. Si on ne met pas en place Mmh. effectivement, de façon plus ou moins méthodologique, hein, bien évidemment, mais si on ne met pas en place des éléments qui vous permettent à un moment donné de vous faire voir et de dire aux gens je suis là, je peux vous accompagner, il se passera rien. Il se passera rien. Et Mmh. je sais que c'est frustrant, hein, mais il y a la notion de patience. Ça, peut-être que ça, c'est l'une des choses que j'ai le plus apprises, c'est la patience. Mmh. Faut pas Ouais, vouloir signer tout de suite, comme ça. Mmh. Non, non, il faut prendre le temps. Et là-dessus, ça m'évoque un sujet, enfin, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. C'est que globalement, au début, je sais que beaucoup de personnes peuvent être bloquées dans cet aspect de se montrer, d'aller se vendre, avec une espèce de complexe en mode, mais en fait, qu'est-ce que j'apporte de vraiment différent des autres ou des choses comme ça. Moi, j'ai une croyance là-dessus, c'est que évidemment, il vous faut un positionnement, et je vais pas vous dire le contraire parce que on me croirait pas. Euh, mais il faut avoir un positionnement, c'est clair. Mais la réponse, la plupart du temps, c'est quand vous démarrez, évidemment que vous n'êtes pas le meilleur, mais c'est pas la question. Et en fait, il faut pas que vous ayez
je pense pas que ça doit être paralysant. Et je sais pas comment toi, tu as géré peut-être ce complexe que certains peuvent avoir sur la comparaison avec d'autres personnes qui sont visibles et parce qu'elles sont visibles, on croit qu'elles sont la norme et ça peut vraiment couper les pattes hein, quand on se lance. J'entends bien, mais il faut un début à tout. C'est-à-dire Mm, qu'effectivement, mm, il faut bien commencer quelque part. On a tous commencé. Enfin, n'importe qui a commencé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme moi, quand j'ai commencé en freelance, je n'avais pas le dixième des compétences ou de la connaissance que j'ai aujourd'hui, bien évidemment. Mais ça, mm, c'est normal. Je veux dire, c'était un passage obligé. mm, En aucun cas, il faut se dire que mm, c'est une mauvaise chose. Et effectivement, tu as raison, tu as le souligné. C'est pas pour autant bah oui, il faut se positionner. C'est de se dire qu'effectivement, alors, je vois beaucoup de sites web, effectivement, de confrères, hein, mm, quand on lit un petit peu les contenus, quand on s'attarde un petit peu quand on s'intéresse, mm, on va dire, mm, on a l'impression qu'ils peuvent tout faire, hein. Alors, c'est un petit peu le mm, côté magique. Euh, oui, mais si vous commencez comme ça, c'est-à-dire que vous voulez faire un petit peu de tout et surtout des choses à haute valeur ajoutée, je suis pas sûr que vous soyez crédible. J'ai un doute là-dessus. Peut-être commencer mm, par des choses un petit peu plus, ce que j'appelle des choses un peu mécaniques, hein, c'est-à-dire mm, faire des tâches peut-être un petit peu moins intéressantes, et vous peut-être dans un premier temps se spécialiser sur ces tâches-là, voilà, pour vous mm, permettre d'avoir du client et au fur et à mesure construire une progression de ses compétences. Voilà. mm, C'est l'idéal. Encore une fois, ce que je dis, hein, mm, c'est juste issu de mon expérience, ça n'est que moi. Voilà. Mais c'est vrai qu'au démarrage, on a tendance à dire, bah oui, tiens, je vais pouvoir te faire un audit SEO en claquant des doigts, bien évidemment, mon capitaine. Non, ça se passe pas exactement comme mm, ça. Même encore aujourd'hui, je mm, rencontre des difficultés. Donc voilà, mm, j'imagine quelqu'un qui vient de se dire, moi je vais me mettre en freelance parce qu'effectivement j'ai travaillé pendant 2 ans au service marketing d'une entreprise et que j'ai envie d'accéder à un autre mode de vie finalement, c'est un peu ça. Oui, ça va être compliqué, sauf à repartir avec comme premier client son ancienne boîte. Oui, ça peut aider pour se lancer. Ça peut être l'idéal. Ça peut être une position Mm, intéressante. C'est-à-dire qu'effectivement, si mm, aujourd'hui vous êtes en mode salariat, d'accord. Moi, j'ai quasiment commencé en freelance, hein. Le salariat, je l'ai découvert un peu plus mm. tard. Bon, même si dans l'absolu, mon parcours D'accord. est un poil plus compliqué, mais voilà. Moi, j'ai commencé tout de suite en freelance. Ça ne me faisait pas peur. C'était, voilà, même si j'avais des Mm, craintes, mais voilà, je savais que c'était ce que je voulais faire. Maintenant, effectivement, c'est une construction qui se fait dans le temps, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, effectivement, je suis en mesure de proposer des prestations que je ne pouvais pas faire il y a simplement 10 ou 15 ans. C'est évident. mm, Voilà. Mais mm. c'est normal. Ouais, c'est pas la peine de vous comparer. Ouais, ça n'a pas de Mm, sens. Ça n'a pas de sens. Il vaut mieux faire quelques petites choses, voilà, qui vous permettent à la fois d'avoir des premiers clients et de pouvoir présenter des case studies, par mhm. exemple. Voilà, et petit à petit Ok. construire comme ça. Voilà. Mais ça ne se fera pas. Encore une fois, Rome ne s'est pas faite en un jour. Et pour le travail de freelance, c'est pareil, ça ne se fera pas en un jour. Du jour au lendemain, vous Mm, n'allez pas devenir la superstar de telle ou telle technique. Après, il y a des gens très mm. intelligents. Il y a des gens qui sont. Il y a des petits génies, hein, on va pas se leurrer. Mais ça ne représente pas la masse. Non, et puis leur existence n'empêche pas la vôtre. Donc il faut vraiment que vous mettiez ça en tête. Je pense que dans ce que tu dis, il y a tout à fait ça. Vous ne serez pas excellent et capable de tout faire tout de suite, et c'est pas grave, c'est normal. Puis en plus, je pense il y a quelque chose d'important aussi là-dessus, c'est qu'au démarrage, c'est le meilleur moment aussi pour faire plein de tests. Parce que le fait est que personne ne vous connaît et que si vous échouez, personne ne le saura. Et je parle en connaissance de cause. Vous imaginez pas le nombre de tests, même crades, que j'ai pu faire sur nos sites web ou des choses comme ça, parce que de toute façon, il n'y avait personne dessus. Donc faire des tests, c'était pas grave. Là, aujourd'hui, je serais plus embêté. Je t'avoue que je suis toujours un petit peu plus inquiet maintenant quand je fais une modification. Mais globalement, c'est une vraie chance. L'important, c'est pas tellement de savoir où est-ce que Bidule, que vous connaissez bien ou que vous admirez depuis longtemps, est rendu. Parce que ce qu'il vous dit pas quand il vous dit ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il était il y a 10 ans. Absolument. Donc que ça vous bloque pas. Et de toute façon, on a toujours l'impression que tout le monde pense à nous, mais globalement, personne ne pense jamais à vous. Donc, vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas parfait tout de suite, personne ne le saura. Voilà. Et puis qui plus est, alors là, c'est plus ma dimension un petit peu anglo-saxonne. Bah, lancez-vous. Enfin voilà, il y a pas de honte à Mm, se planter. À titre personnel, je me suis planté à 2 reprises sur 2 sociétés mm, que j'ai montées. Voilà, ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'avoir des compétences. Ça ne m'empêche pas d'être crédible quand je parle. mm, J'ai aucun problème là-dessus. Mais effectivement, lancez-vous. Si c'est vraiment ce qui vous fait vibrer et ce qui fait battre votre cœur, allez-y.
allez-y, c'est pas grave, hein. C'est vraiment, c'est pas Mmh. grave. Et j'ai presque envie de dire, voilà, aujourd'hui, bon, à mon âge, euh, voilà, je le ferai peut-être pas, mais quand on a 20 ans ou 25 ans, what the fuck? Mmh. Où est le problème? Enfin, je veux dire, Ouais, c'est voilà, enfin, mmh. On a quoi à perdre, ouais. on a quoi à perdre? Rien, strictement rien. On va prendre de l'expérience, on va Mmh. mieux se connaître soi-même, et ça, très honnêtement, ça n'a pas de prix. Il n'y a Mmh. aucune autre position qui vous permettra d'en apprendre plus sur vous que celle-ci. Mmh. Donc voilà. Ouais, complètement et puis n'oubliez pas aussi que par définition un échec est confidentiel puisque si vous avez échoué, c'est que personne n'a entendu parler de vous et du coup, il s'est rien passé et ça n'a pas marché. Mais du coup, il y a pas de honte à avoir échoué, il y a que vous qui le savez. Donc vous inquiétez pas là-dessus. Il y a une question que j'aurais parce que ce qui est intéressant, c'est que, bah, tu as plusieurs fois, eu, le statut de freelance, plusieurs fois le statut salarié. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des choses dans le statut de freelance que tu trouves difficiles et, et que tu as l'impression que potentiellement tu résoudras jamais, quoi? Oui, l'une des grosses problématiques qu'on a, mais ça, je pense que tous les freelances le savent, c'est aller à la pêche à la facture, hein, tout simplement, hein. C'est de se Mmh. faire payer en temps et en heure, hein. Pas que les freelances. Oui, Spoiler oui, alert, même les pas que entreprises. les Parce que freelances. voilà, je trouve que voilà, en France, sur cet aspect-là, il y a une sorte de je m'en foutisme, hein. Ouais. On va pas se raconter d'histoire, si tu veux. C'est que bah, je te paye quand j'en ai Mmh. envie. Mais oui, mais non. Non, non, on a Mmh. prévu un contrat, etc., etc. Mais c'est très compliqué d'aller Mmh. chercher de l'argent. Et ça reste une constante. Et c'est Mmh. pour ça que Ouais, parfois, la OK. première fois où je me suis remis en salarié, c'est parce que j'en avais marre de courir après les factures. Vraiment, Ouais. c'est désagréable. C'est désagréable. On a l'impression de passer pour des enquiquineurs, alors que pour nous, il s'agit simplement de vivre, hein, c'est-à-dire de remplir le frigo et de payer les factures EDF. Ouais, et puis c'est légitime, quoi. Ah ben complètement, c'est complètement légitime. Mais quand tu te retrouves avec des entreprises qui sont plus grosses que toi, et ce qui est dans 99,99% des cas, tu te retrouves toujours à des clients qui sont plus gros que toi, bah tu passes par leur fourche codine. Ah oui, mais c'est la comptable qui a pas fait ci, qui a pas fait ça, machin, etc. Et ça peut durer Mmh. des mois. Et comme on n'a Mmh. nécessairement pas beaucoup de trésor ou de cash, bah, au bout d'un moment, ça commence à piquer et ça pose beaucoup de problèmes. Et ça, c'est une récurrence. Pour la petite histoire, puisqu'on est présent en France et aux États-Unis, c'est français, hein. Aux États-Unis, on n'a aucun problème pour aller chercher nos paiements. Et ça nous enfin, même en tant qu'entreprise, ça nous arrive et ça nous agace tellement et ça nous fait perdre tellement de temps qu'on réfléchit sérieusement à ajouter une ligne à nos devis, une facturation, au temps passé d'aller chercher le paiement. On se demande si on va pas rajouter en disant: «Bah, voilà, en fait, il y a un truc, vous devez, nous payer en temps et en heure et sinon on vous facture le temps qu'on passe à vous relancer». On le fera peut-être pas, mais il y a un vrai, il y a un vrai sujet là-dessus. Alors après, rassurez-vous, il y a des tas de techniques. Déjà, enfin, pensez, je pense pour les auditeurs qui viennent de se lancer et qui se posent la question de comment faciliter ça, pensez aux acomptes, par exemple. Mhm. Et si vous faites des accompagnements alors, pour un accompagnement à 500 euros, c'est peut-être pas le sujet, mais quand vous faites des accompagnements sur la durée avec plusieurs étapes et sur des montants un peu plus élevés, mettez en place des étapes intermédiaires pour pas vous retrouver à avoir bossé pendant 4 mois et à attendre le paiement de l'ensemble des 4 mois à la fin. Parce que si vous bossez pendant 4 mois et que vous mettez 4 mois à récupérer le paiement, en réalité, sur ces 8 mois, vous avez largement le temps de mettre la clé sous la porte. Donc faites attention à ça. Je rejoins complètement ce que tu Mmh. dis pour nos auditeurs et nos auditrices. Voilà, je pense que dès que vous êtes au-delà de 2 mois, Mmh. vous devez slicer en fait. Vous devez effectivement découper Mmh. votre paiement pour faire en sorte Mmh. qu'effectivement vous puissiez à un moment ou à un autre toucher une somme d'argent qui ne sera peut-être pas la somme complète, mais au moins qui vous permet effectivement d'assurer vos arrières, tout Mmh. simplement. Donc ça, effectivement. Après, j'observe également qu'il y a une autre technique, et là, on va juste faire un petit point marketing, c'est l'abonnement. Mmh. L'abonnement Mmh. correspond effectivement à cette problématique, répond à cette Mmh. problématique du paiement récursif, du paiement Mmh. récurrent. C'est comment est-ce que je me fais payer régulièrement. Voilà. Donc, beaucoup de Mmh. sociétés ont mis en place des abonnements pour répondre à ces problématiques. C'est je te prends 10 balles, 20 balles, 30 balles par mois, effectivement, et puis au bout du compte, effectivement, je me retrouve avec la même somme. Donc voilà, il y a Mmh. plusieurs possibilités et l'abonnement en est une. Ouais, complètement. Il y a des tas d'astuces. Alors rassurez-vous, généralement, tout le monde est de bonne foi dans l'histoire, hein. Je vais pas faire passer non plus,
l'essentiel des clients sont de bonne foi. Il y a aucune volonté de nuire à la base et à la fin, on réussit à se faire payer. Mais ça peut être un vrai sujet quand vous passez plusieurs jours par mois à courir après des factures ou à des choses comme ça. Alors évidemment, si vous avez peu de factures à gérer, ça vous prendra moins de temps. Nous, on se retrouve à avoir beaucoup plus de volume et ça devient un vrai problème. Donc, s'il vous plaît, ceux qui parmi nous sont plutôt embauchent des freelances, payez-les à temps. C'est hyper important. Parce que d'autant plus qu'une entreprise peut beaucoup plus facilement encaisser ce qu'un freelance ne pourra pas forcément encaisser comme retard de paiement. Donc, pensez-y. En tout cas, merci d'avoir parlé de ce problème-là parce que c'est vrai qu'on ne l'évoque pas tout le temps et il y a un vrai sujet là-dessus. Euh, je pense qu'il y a. On pourrait conclure. Moi, la question que j'aimerais te poser là, c'est que si je te demandais juste une chose que tu aurais voulu savoir avant de te lancer et que tu ne savais pas, évidemment, qu'est-ce que ce serait? Quelle est la chose que tu ne savais pas et que tu aurais voulu savoir? En fait, là, pour le coup, je parle vraiment de mon expérience et de qui je suis. En fait, rien, mon Mmh. capitaine. Je pense à contrario que si on m'avait dit, tu vas voir, c'est compliqué, il y a ça à gérer, il y a ça à gérer, peut-être que je ne me serais pas lancé, en fait. C'est ça Mmh. le truc. C'est que dans mon idée, c'était de dire, OK, je me lance et on verra ce que ça va donner. C'est un petit peu mon Mmh. côté un peu pirate ou tête brûlée. On essaie et on voit Donc, ce que ça donne. Donc, voilà. Alors, bien évidemment, j'avais des craintes, bien évidemment. Encore une fois, mmh. on les a évoquées au tout début de ce podcast. Il y avait des craintes. Mais il Mmh. n'empêche que mon idée n'était pas d'en savoir le maximum. Parce que si Mmh. j'en avais su le maximum, peut-être que je ne me serais pas lancé. Mon idée, c'était Mmh. d'apprendre au fur et à mesure et à chaque fois pouvoir bouger les lignes en fonction de l'expérience que j'obtenais. Donc, il Mmh. n'y avait pas à proprement parler, si tu veux. Mais encore une fois, ça, c'est une question de personnalité. Mais pour Mmh. nos auditeurs et nos auditrices, Mmh. effectivement, est-ce qu'il y a deux, trois choses à savoir? Peut-être la meilleure chose à savoir, finalement, c'est qu'est-ce qu'on vaut soi-même, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et ça, finalement, Mmh. c'est pas une question à laquelle on peut répondre tout de suite. Ouais, il faut se lancer pour le Il savoir. faut se lancer pour le savoir. Finalement, la chose que tu aurais aimé savoir, ou en tout cas que tu savais peut-être instinctivement, c'est que la naïveté est un super pouvoir. Exactement. Je crois, alors ça, là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi, à 100%, voire même plus. Mais je crois qu'effectivement, il faut partir avec une forme de naïveté, découvrir les choses, Mmh. et en se faisant, on arrive à mieux les maîtriser en quelque sorte, même si on ne les maîtrise jamais Mmh. complètement. Mais cette forme de candeur, au contraire, si vous commencez à écouter à droite à gauche les uns les autres, ils vont vous dire oui, mais ça c'est compliqué, tu vas voir, machin, etc. Oui, mais non, non, non. Vous vous Mmh. lancez, vous faites votre propre expérience. Et ça, encore une fois, je le répète, j'insiste vraiment sur ce point, Mmh. ça a une très très grande valeur de savoir ce que l'on vaut. Mmh. Ça, Oui. il n'y a personne qui pourra vous le donner. C'est-à-dire le jugement que vous Mmh. portez sur vous-même, sur votre capacité à travailler, c'est pas le jugement des autres, c'est le vôtre. Mmh. C'est comment vous vous voyez. Ouais. Et ça n'a pas de prix. Et du coup, ouais, rien que pour ça, ça peut valoir le coup d'au moins essayer de se lancer en freelance. Exactement. Le fait Ok, de je savoir que ça comprends. peut être compliqué, machin, etc. Oui, mais quel travail n'est pas compliqué, Mmh. finalement? Mmh. Quand vous êtes Oui, dans une évidemment. entreprise, c'est aussi compliqué. Vous avez des Mmh. collègues, voilà, avec lesquels vous entendez plus ou moins bien, etc. Euh, Mmh. voilà, vous avez des process qui vous enquiquinent parfois, etc. Vous aimeriez pouvoir les chanter. C'est pas possible parce que bah, voilà, c'est une entreprise, c'est corporate, c'est structurant, c'est structuré. Voilà. Donc, c'est pas plus simple d'être salarié, contrairement à ce qu'on peut penser. Hein. Mmh. C'est pas plus simple. Pour moi, il n'y a pas de Les différence. difficultés sont ailleurs, mais ouais, rien n'est jamais simple et au final, la maîtrise, c'est essentiellement une illusion. Il faut accepter que vous maîtriserez pas tout, c'est vrai dans tous les domaines de votre vie et penser que tout savoir à l'avance, c'est un avantage, c'est essentiellement une erreur parce que finalement, en ne sachant rien, il peut se passer des trucs qu'on n'aurait jamais pu imaginer et, Complètement. et tant mieux. Ce que je te propose, Frédéric, pour conclure, c'est de nous dire comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on pourrait faire pour te contacter. Si du coup, si parmi vous, il y en a qui ont des problématiques SEO, je pense que tu pourras les aider, ou de structuration d'une stratégie digitale. Comment est-ce qu'on peut te joindre? C'est quoi le plus facile? Pour le plus simple, hein, c'est de me contacter sur LinkedIn. Hein. Vous mettez Frédéric Mhm. Petit. Je suis actuellement sur Angers. Voilà, vous mettez Ok. consultant ou formateur, hein, selon les besoins, puisque Mhm. je fais à la fois du consulting et de la formation. Bien évidemment, je crée aussi.
et on peut me trouver Mhm. facilement sur LinkedIn, il n'y a aucun souci pour ça, et c'est principalement aujourd'hui c'est ma carte de visite, bien qu'actuellement je travaille sur mon site web pour le mettre en place. Donc voilà, donc ça va venir, donc je ne vais pas vous en parler tout de suite, ça n'aurait pas de sens, mais si les gens Mhm. ont effectivement des problématiques ou des besoins, ils peuvent me trouver facilement sur LinkedIn. On mettra le lien du profil de Frédéric en description, comme ça vous le trouverez rapidement. Ben, merci beaucoup Frédéric. Merci de t'être prêté au jeu et puis, je te souhaite du coup de t'éclater sur ton site web. Tu me l'enverras quand il sera terminé. Je n'y manquerai pas. Je n'y manquerai pas, rassure-toi. Mais il ne Merci. sera pas aussi rapide que le tien. Bon, tant qu'on dit ça pendant longtemps, ça me va. C'est un travail continu. Et puis je Mais voulais merci. remercier aussi un petit peu les auditeurs et les auditrices de ce podcast, parce que ça veut dire que si vous écoutez ce podcast, ça veut dire que vous avez de la curiosité. Et tant que vous avez de la Ouais, curiosité, tout le monde n'en a pas. voilà, tant que vous avez de la curiosité, c'est que ça va bien se passer. Si vous perdez cette Mm. curiosité, voilà, donc à toutes celles et ceux qui écouteront ce podcast, un grand bravo à vous. C'est un très très bon mot de la fin.